Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit débriefing sur mes dernières lectures. J'en aurai trois à vous présenter, une que j'ai adorée, une qui est d'une auteure que j'adore, et la dernière qui malheureusement n'a pas su me séduire. Allons-y tout de suite. La première lecture que je vais vous présenter est donc mon énorme coup de cœur de l'année 2018, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi aux éditions Fayard. Pour l'histoire, il s'agit de celle de Anna, 37 ans, mère divorcée qui s'occupe de ses deux filles, Chloé, 17 ans, et Lily, 12 ans. Et en fait, elle bosse comme une malade mentale pour essayer absolument de payer les factures, de payer aussi ses dettes et autres. Elle reçoit tout le temps des lettres de huissier, sa vie est pas terrible. Et un jour, son patron décide donc de la licencier parce que voilà, il a décidé de donner sa place à sa maîtresse. Immense salopard. Et donc Anna se retrouve à la maison et découvre donc que ses filles, parce qu'elle se rendait pas forcément compte aussi bien qu'à ce qu'elle aurait dû vu qu'elle était très peu à la maison, ont toutes les deux des problèmes. Chloé parce qu'elle est dans une mouise sentimentale absolument horrible, elle veut absolument l'amour des garçons, mais elle n'arrive pas à l'obtenir, du coup, ben, vulgairement, ben, tous les mecs se servent d'elle, et elle a son petit cœur fragile qui est complètement brisé. Et Lily, elle, se fait complètement harceler à l'école par deux autres filles de sa classe qui la détestent, mais elle continue à prétendre que il arrive rien parce que dans sa tête, c'est pas grave. Anna, au moment de son licenciement, avait finalement négocié quelque chose avec son patron pour qu'il lui donne suffisamment d'argent en dédommagement pour qu'elle puisse payer ses dettes. Mais face à tous les problèmes de ses filles, elle prend une décision absolument drastique. Elle décide de plaquer toute sa vie sur place, de sortir ses filles de l'école et de les emmener en empruntant le camping-car de son père en voyage jusqu'en Scandinavie pour voir les aurores boréales et donc pour pouvoir essayer de régler leurs problèmes en discutant avec elle et surtout parce qu'elle se rend compte que ben, elle n'a pas été beaucoup présente pour elle, de pouvoir se regrouper, se recentrer, se retrouver avec ses filles. C'est un roman absolument merveilleux. Simplement, c'est un récit de vie. Ce roman, je l'ai lu, mais vraiment avec beaucoup de passion. Je suis rentré complètement dedans parce que je ne connaissais pas du tout la plume de Virginie Grimaldi. Mais là, je la découvrais et elle a juste un style qui est magnifique. C'est exactement le livre que j'avais besoin de lire au moment où je l'ai lu, c'était l'instant T, c'était une grande rencontre. C'est un roman d'une extrême douceur en fait, qui est narré de trois façons différentes. Il y a la narration de Anna, donc qui est une narration classique parce que c'est une adulte, donc elle raconte les choses telles qu'elles sont. Il y a la narration de Chloé qui en fait est à travers le fait qu'elle tient son blog et puis qui est ben, le style de l'adolescente un petit peu rebelle qui se plaint de tout mais qui est quand même très juste, et les narrations de Lily, qui en fait sont à travers son journal intime. Et Lily, c'est un petit peu l'élément comique de toute l'histoire, parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense, mais sans aucune méchanceté, c'est juste que voilà, c'est la jeune fille de 12 ans qui, tout ce qui lui passe par la tête, elle le balance. Et un des comiques du personnage, c'est surtout qu'elle mélange les expressions. Du coup, on se retrouve avec des trucs absolument désobligeants, du genre chaton, ne massacre pas le canapé par en dessous. Du coup, on se retrouve par moments avec des mélanges d'expressions, mais qui fendent juste la gueule, quoi. À un moment, elle dit, je crois, c'est la goutte d'eau qui pousse mémé dans les orties. Donc, voilà, on ne peut pas ne pas rire quand on lit les passages avec Lily. Ça prête au sourire, c'est peut-être les passages un petit peu plus légers, mais qui sont absolument géniaux. Et donc, toute l'histoire, ben, on suit ces trois femmes qui doivent se retrouver entre elles, accompagnées parce qu'elles trouvent, pendant le début de leur voyage, un groupe de caravaniers qui font aussi le voyage en Scandinavie, dont un des personnages est très attachant aussi. En fait, Virginie Grimaldi a un style d'écriture très particulier qui fait que juste en quelques phrases sur chaque personnage secondaire, elle arrive à faire qu'on les comprend complètement et que même s'ils sont secondaires, on s'attache totalement à eux. Ils sont tous d'une extrême profondeur, c'est tous des vraies personnes avec des vrais problèmes et qui ont tous une bonne raison d'être dans le récit. Il n'y a pas de personnage de remplissage. Et en fait,
voilà, c'est peut-être ça qui m'a le plus touché dans ce récit. Au-delà de l'amour indéflectible de cette mère pour ses filles et de tous ces passages touchants, parce que ces filles, même si ben, c'est la mère, donc elle est un petit peu casse-pied, on sait tous comment on a été à l'adolescence, elle l'aime infiniment. Et puis Anna, pour moi, c'est l'exemple de la mère qui fera toujours tout de bien pour ses enfants. Et ça me change de la mienne, franchement. Donc voilà, ça m'a touché au fond du cœur. Et j'ai juste fini en larmes avec ce roman parce que c'est une dose d'amour, mais on se la prend en plein dans la gueule. D'ailleurs, là, rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. J'ai fini ce roman, mais à pleurer, mais vous savez, ces pleurs qui font du bien profondément, qui relâchent toute la pression, qui relâchent toute la souffrance qu'on pouvait avoir au moment de la lecture. Et vraiment, c'est un beau récit de vie. Et pour moi, c'est vraiment le livre, mon gros coup de cœur de l'année 2018. Je pense que j'ai aucun problème à le recommander à toutes les personnes que je connais. C'est vraiment le livre qu'il faut lire parce qu'il est feel good au possible, il fait du bien, c'est un roman doudou, c'est un roman chocolat chaud. C'est le roman à lire quand on se sent pas bien, si on veut vraiment se remonter le moral. J'ai pas envie de développer plus, mais vraiment, Virginie Grimaldi, je ne te connaissais pas, mais merci d'avoir écrit ce roman-là. Merci. Pour le livre suivant, je n'ai pas de livre à tenir dans les mains pour vous le présenter, je vais vous mettre une image quelque part là sur l'écran. Il s'agit d'un roman en auto-édition numérique exclusivement d'une auteure que vous savez que j'adore juste, c'est une de mes auteurs préférées, c'est Samantha Bailey, son roman La Marelle, donc en auto-édition. Moi je l'ai pris sur l'Apple Store, personnellement. Et c'est un roman qui a fait pas mal polémique au moment où il est sorti. Pour ceux qui vivraient au fond d'une grotte et qui n'auraient donc pas vu passer l'histoire, je vais la résumer très très rapidement, très succinctement, parce que c'est pas non plus le sujet de débattre autour de ça. Samantha Bailey, c'est donc une auteure qui exerce depuis plus de 10 ans en tant que professionnelle, qui a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages dans le système de l'édition classique. C'est une auteure qui est vraiment très investie dans le monde de la création, qui en plus jusqu'à très récemment était à la présidence de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Et bon, vous êtes sûrement pas sans l'ignorer, mais ces derniers temps, depuis plusieurs années, le monde du livre et de la création de façon générale est totalement en train d'évoluer. Il y a des gros bouleversements qui sont en train de se produire. Et en plus, cette année, il y a des nouvelles réformes sociétales qui vont arriver pour tout ce qui est auteur et créateur de contenu. Donc, c'est un peu le bordel. Et Samantha Bailey s'est beaucoup investie dans ces combats. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de solide et qui est admirable, je trouve personnellement. Et elle a écrit, donc, dans les dernières années, un roman qui parle principalement autour de la passion, que je vais vous présenter tout de suite. Et donc, elle avait quelque chose de très personnel avec ce roman. Elle y a mis vraiment beaucoup d'elle-même. Et donc, quand elle l'a terminé, elle voulait essayer quelque chose de différent de tout ce qu'elle a connu depuis 10 ans, parce qu'elle voulait continuer cette aventure un petit peu personnelle, un petit peu filiale, et donc passer pour une fois, pour faire en plus une expérience, pour voir les différences qu'il y a avec l'édition classique, elle voulait faire de l'édition numérique à compte d'auto-édition. Ce qu'elle a fait, parce que voilà, et en plus elle est très curieuse, elle voulait vraiment voir les différences. Et à ce moment-là, tout le monde lui est tombé dessus, beaucoup de libraires, d'éditeurs, beaucoup de professionnels, beaucoup de privés aussi, en lui disant qu'elle était en train de tuer le monde du livre, que c'était scandaleux, qu'elle était en train d'enrayer toute la chaîne du livre, que vu le climat actuel, c'était du meurtre. Ça, c'est pour résumer la situation. Et je vais vous donner mon avis sur la question. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la façon dont elle publie son livre? Je veux dire, un auteur, un créateur de contenu est détenteur total de son œuvre, quoi. Donc, si pour une fois, elle a voulu essayer quelque chose de différent, et franchement, pour moi, c'est tout à son honneur, surtout qu'elle ne remet pas en cause le fait que probablement par la suite, elle reprendra ce roman pour l'offrir au système de l'édition classique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au final? On est là pour lire le livre. La façon dont il est publié, dont il est édité, c'est son choix, c'est son droit. Elle fait ce qu'elle veut. Quand elle a annoncé ça, qu'elle voulait faire de l'auto-édition à titre numérique exclusivement dans un premier temps, j'avoue que ça m'a un petit peu surpris parce que moi, personnellement, à part des fanfictions sur des plateformes comme Wattpad ou bien fanfiction.net, je ne lis pas au format numérique. Donc, ouais, ça m'a un petit peu surpris, mais
en y réfléchissant, après coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas? C'est aussi l'occasion pour moi, puisque elle fait l'effort de faire une nouvelle découverte, des nouvelles choses, ben, ça sera l'occasion pour moi d'essayer quelque chose de différent. Assez digressé autour de ce roman, maintenant je vais vraiment vous parler du résumé et vous donner mon avis sur le sujet. Pour l'histoire, il s'agit de celle de Sarah, jeune femme de 30 ans qui évolue dans le domaine de très prisé mais aussi hyper sans pitié de la mode. Et elle est à un poste assez prestigieux dans la broderie de luxe. Elle est entourée d'une super bande d'amis qui vraiment la comprennent, sont aussi passionnés qu'elle, brûlent la chandelle par les deux bouts. Elle a un supérieur qui réellement est mu par une douce folie, le personnage est absolument génial, et qui la comprend et qui l'accompagne, et puis ensemble ils arrivent vraiment à faire du bon travail. Et elle a en plus à côté une vie de couple, un petit ami vraiment parfait, entre guillemets, par rapport aux standards, par rapport à tout ce qu'on veut, et avec qui elle a une vie équilibrée. C'est alors qu'un jour, chez son amie, elle trouve un roman qui la bouleverse complètement parce que, en fait, quand elle l'ouvre, elle se rend compte que elle le connaît bien, ce roman. C'est Marel de Julio Cortázar, qui donc est un roman qui existe et qui a inspiré Samantha Bailey pour écrire son livre, mais c'est pas n'importe quel ouvrage, parce que celui-ci, elle se rend compte qu'il est annoté de sa propre main et de celle de l'homme avec qui elle a vécu une passion absolument sulfureuse et destructrice quelques années plus tôt. Et puis donc, là, ça la bouleverse complètement. Elle se dit, mais qu'est-ce que ce roman fait là? Pourquoi? Est-ce que c'est un signe? Quoi? Comment? Pourquoi? Explosion dans sa tête. Parce que cette histoire d'amour, donc, elle a été aussi fulgurante que voilà, destructrice, comme je l'ai déjà dit. Elle a rencontré cet homme, Nathaniel, quelques années plus tôt, et ils ont décidé de mener un petit jeu autour de ce roman, c'est de vivre leur passion sans jamais se révéler qui ils étaient réellement. Donc ça a été un attachement direct, fusionnel, hyper fort et tout, jusqu'au jour où le garçon a totalement rompu, disparu, s'est volatilisé sans rien lui expliquer, et ça l'a laissée complètement détruite. Et elle a mis plusieurs années à s'en remettre, à se reconstruire. Et donc là, elle a toujours cette histoire qui lui hante un petit peu l'esprit. Et la découverte de ce roman, ça relance un petit peu la machine. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Elle se rend compte que cette histoire, elle a besoin de mener l'enquête, de retrouver ce Nathaniel et d'avoir des explications, parce que pour elle, cette histoire n'est pas terminée. Elle n'a pas eu de fin, elle n'a pas pu mettre une conclusion à cette histoire, et par conséquent, elle ne peut pas tourner la page, parce que pour elle, cet épisode de sa vie, ce roman, n'est pas terminé. Donc, contre l'avis général de la plupart de ses amis, mais avec l'approbation de son patron, elle décide de quand même essayer de retrouver ce garçon. Et donc toute l'histoire tourne autour de ça, de ses doutes, de ses grands questionnements. Et je pense que je vais pas aller plus loin, sinon je vais vous spoiler complètement l'histoire. Au niveau de mon avis, ce roman est génial. Voilà, simplement, bon, déjà parce que c'est du Samantha Bailey et que ici j'ai retrouvé sa plume, qui forcément, j'adore sa plume. C'est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi personnel, c'est toujours narré de cette façon qui fait qu'on rentre totalement dans l'histoire, qu'on est vraiment au plus proche des pensées des personnages. Samantha Bailey arrive avec très peu de mots finalement, mais des mots très justes, très bien choisis, à exprimer au mieux les émotions et les pensées des personnages. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais je noterai quand même qu'on sent dans l'écriture de façon générale, dans le déroulement du récit et quoi, que c'est quelque chose qui lui tenait peut-être plus à cœur que tous ses autres projets qui étaient beaucoup plus personnels. Elle y a mis une petite part d'elle-même en plus, parce que ce roman, si on résume le grand thème général, il est autour de la passion. Dans toutes ses formes, hein. Passion amoureuse, passion amicale, passion dévorante pour son boulot, la passion qui peut nous habiter, qui nous dévore, qui nous pousse toujours plus loin, qui nous pousse même jusqu'à la rupture parfois. Cette passion qui peut vraiment nous embraser, nous porter au plus loin, mais aussi complètement nous consumer et nous réduire en cendres. Donc, L'Amarelle est un roman à propos de la passion sous toutes ses formes. D'ailleurs, c'est très rigolo de constater que la passion brûle, consume, détruit, mais c'est aussi l'élément qui permet de redémarrer, parce que sans ce brasier, l'héroïne Sarah, elle ne peut pas avancer en fait. Et c'est ce que j'ai apprécié autour de ce roman, parce que finalement, moi, j'ai connu comme l'héroïne un burn-out professionnel, parce que j'étais en cuisine, mais c'était pas
là où je voulais être, c'était pas ce qui me passionnait, c'était pas ma voie. Donc c'est vrai que ce roman, je me suis très rapidement entré dedans, je suis très vite attaché au personnage de Sarah, parce que voilà, moi je suis en train de chercher à ce moment-là dans ma vie aussi la passion qui me poussera plus haut, m'embrasera. Je me suis aussi pas mal reconnu au niveau de l'histoire passionnelle et destructrice, parce que ben, on a tous plus ou moins connu une belle histoire d'amour qui a fini de façon merdique et qui nous a laissé au plus mal, jusqu'à ce qu'on rencontre la personne qui nous a reconstruit. Donc voilà, c'est vraiment un roman qui était très personnel pour l'auteur, mais dans lequel je me suis aussi beaucoup identifié. Et l'histoire en elle-même, son déroulement, est très intéressant. Parce que Samantha Bailey l'a construit un petit peu, s'est inspiré du roman de base de Julio Cortázar, en écrivant des passages au passé et au présent. Et en fait, dans une narration de chapitres alternée, qui fait que, ben, de façon générale, on peut lire l'histoire dans trois sens différents. On peut la lire dans l'ordre proposé, donc avec l'alternance. On peut décider de lire d'abord le passé et ensuite le présent pour avoir l'histoire dans l'ordre chronologique. Ou alors, on peut aussi décider de lire d'abord le présent et puis ensuite le passé comme un flashback. C'est un roman très bien construit, très bien réfléchi, et franchement, moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. En plus, tous les personnages secondaires, et ça c'est une des grandes forces de Samantha Bailey, je trouve, un petit peu comme chez Virginie Grimaldi, il faut très peu de mots pour faire que même s'ils sont en périphérie de l'histoire, on soit totalement avec eux, on soit empathique, on ait vraiment de l'attachement pour eux. Pour résumer, parce que je m'étends, je me rends compte que je passe des heures à développer autour de ce roman, mais parce que vraiment, moi, c'est une auteure que j'adore, et j'adore ses écritures, et j'adore ses romans de façon générale. Et encore une fois, ce roman, je l'ai beaucoup apprécié. On a senti qu'il y avait une patte plus profonde et plus personnelle, avec une réflexion plus poussée derrière. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché personnellement. Donc c'est une lecture que j'ai aucun problème à vous recommander réellement. Très jolie expérience au niveau de la lecture numérique et très jolie expérience aussi au niveau de la lecture. Et là, on en vient au point noir, parce que malheureusement, quand on est lecteur, on peut avoir des super surprises comme les deux romans précédents où on adore, où on est vraiment à fond dedans. Et il peut arriver parfois que, ben voilà, simplement avec un roman, ben la sauce ne prenne pas. C'est le cas du roman suivant que je vais vous présenter. Il s'agit de Nous, les menteurs de Émilie Lockhart chez Gallimard Jeunesse. C'est un roman que je vous avais déjà présenté dans un précédent update lecture parce que j'étais en train de le lire. Et je me souviens que je vous avais dit que j'avais un petit peu de peine à rentrer dans l'histoire. Alors comment expliquer? Ben simplement j'ai tenté, j'ai vraiment essayé, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Je me suis dit que c'était peut-être un problème de moment T, parce que comme tout le monde le sait, il y a aussi un moment pour rencontrer un roman, et que c'était peut-être pas le bon moment, donc je l'ai laissé de côté pendant plusieurs semaines. J'ai réessayé de le lire, ça a toujours pas marché, mais comme l'histoire était quand même intéressante, j'ai recommencé à essayer de le laisser de côté. Et là, à la troisième tentative, je me rends compte que vraiment, non, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. C'est pas un roman qui m'était destiné. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Au niveau de l'histoire, ben simplement, c'est l'histoire de la famille Sinclair. C'est une vieille famille élitiste et fortunée américaine qui a une île privée sur laquelle chaque été toute la famille se réunit et qui est dirigée par le vieux Harris. Mais l'histoire se centre plus précisément sur la génération des petits-enfants, et plus surtout de Caddy, qui est le personnage principal par qui est racontée l'histoire. Donc les aînés des petits-enfants forment un groupe avec aussi Gatwick, c'est le garçon dont Caddy est amoureux et qui a le droit de venir sur l'île parce que c'est un bon ami de la famille. Ils forment un groupe que toute la famille appelle les menteurs. Et ils se marrent, et ils ont toujours leurs petits secrets, ils sont toujours prêts à faire les 400 coups ensemble et tout. Et puis donc chaque année, ils s'éclatent réellement. Jusqu'à un été où Cadence, Caddy donc, ça a un accident. Elle est retrouvée sur la plage avec apparemment un traumatisme crânien. Elle est en hypothermie parce qu'elle a visiblement passé des heures dans l'eau. Et puis à partir de ce jour-là, elle a des grosses crises d'amnésie. Elle n'arrive pas à se rappeler mais comment est-ce que c'est arrivé, pourquoi j'étais dans l'eau, pourquoi quoi. Et en plus, elle a aussi des énormes migraines qui lui reviennent, un sentiment étrange qui la poursuit.
Et ben, elle se demande ce qui s'est passé réellement, surtout que personne n'a l'air de réellement vouloir lui raconter. Et puis elle essaie de se tourner vers ses amis, donc les menteurs, qui pourtant restent muets, ne lui parlent pas, limite l'ignorent. Et puis donc elle passe 2 années loin de l'île parce qu'elle est pas bien. Elle joue, elle décide de retourner sur l'île, elle se rend compte que ben, il y a plein de non-dits, il y a plein de mystères, il y a plein de... Comme un sentiment de culpabilité qui plane sur la famille, il y a plein de choses qui ont changé, il y a une des maisons qui a été reconstruite, elle sait même pas réellement pourquoi. Pff, et surtout, bah, ses amis les menteurs restent étrangement distants d'elle. Et donc tout le mystère va planer là autour parce qu'elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi on me ment finalement? Alors pour mon avis, ben, c'est l'histoire en elle-même m'a l'air super intéressante réellement. L'intrigue est différente de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est assez intriguant. Et pour être honnête, ben, voyant que je n'arrivais pas à lire, j'ai sauté directement à la fin et c'est vrai que la révélation finale, ben, waouh, c'est dommage. Finalement, je me rends compte que ce roman a l'air absolument formidable, mais c'est dommage parce qu'avec le style d'écriture, j'arrive pas à rentrer dedans. De mes principaux problèmes, c'est ouais, le rythme en fait. Il y a un problème de rythme, tout est raconté à la première personne par Caddy. Et bon, ça, c'est pas un problème, j'aime bien la narration à la première personne, mais pour illustrer son côté totalement désordonné, et puis le fait qu'il n'arrive plus à mettre de l'ordre dans ses idées, il y a une façon d'écrire avec des ruptures au milieu de la phrase, des renvois à la ligne, avant une ponctuation quoi, des ponctuations qui sont assez anarchiques, je dirais, et en plus des phrases qui se répètent à plusieurs reprises. Alors c'est quelque chose que j'ai déjà vu et que j'ai pu apprécier dans d'autres romans pour illustrer le côté des idées omnubilantes et tourbillonnantes d'un personnage. Mais juste là, j'ai trouvé que c'était lourd comme style, j'arrivais vraiment pas à m'immerger dans le truc et je trouve ça dommage. Mais après, je ne blâme pas le roman, je ne blâme pas l'écriture d'Emily Lockhart parce qu'apparemment c'est son style à elle et que ça convenait aussi pour cette histoire de la façon dont elle avait envie de la raconter. Il n'y a pas de blâme à ce niveau-là, simplement je dois admettre que ce roman ne m'était pas destiné, n'était pas fait pour moi, et je pense qu'au bout d'un moment, en tant que lecteur, on a aussi le droit d'admettre que ben voilà, un roman, on va pas le terminer. Mais du coup, ben voilà, ça m'embête parce que c'est un roman que je suis sûr, il aurait été écrit d'une façon un petit peu différente, j'aurais adoré l'histoire, mais là, juste, ben, c'est c'est un, c'est un rendez-vous raté, et c'est frustrant, mais je m'en remettrai. Voilà, ce petit update lecture est désormais terminé. Donc, un énorme coup de cœur pour 2018, un énorme flop aussi, et un roman d'une auteure que j'adore et que je vous recommande chaleureusement. Donc, mais même le flop, au final, même Nous les menteurs de Emily Lockhart, je vous le recommande parce que l'histoire est bonne. Bref, tout ceci ayant été dit, j'espère que je vous ai fait découvrir des choses et que je vous ai fait des envies. Et je vous souhaite donc d'avoir de très bonnes lectures, de vous porter bien, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!